simplement, juste pour revenir à une des séances de cet après-midi, je ne pense pas que l'abondance en France ce qui va marquer les quelques années qui viennent. Je pense qu'au contraire, on rentre dans des périodes difficiles et qu'une partie de ces difficultés est due à la prégnance de l'écologie politique, dans la vie politique française. Alors, le plus grand scandale de tous, c'est la croissance du prix de l'électricité, qui était évitable. Et vous verrez, il y a tout un chapitre qui raconte comment, de 1997 à 2023, on a accepté cet enfant monstrueux des écologistes allemands et des économistes anglais qui nous ont fait croire au bienfait de la concurrence dans ce domaine, sachant que, vous ne le savez peut-être pas, mais un certain nombre de fournisseurs d'électricité ne fournissaient rien sauf des factures. Donc ils achetaient de l'électricité à EDF et les revendaient. Bien. Il en est ainsi, alors pour un sujet que je suis, alors avec plus ou moins d'acuité selon mes périodes de ma vie, mais de l'agriculture. Pour la première fois, la balance des paiements agricoles de la France est négative. Pas tout à fait parce qu'il y a les vins et spiritueux qui compensent, mais comme cette année est une mauvaise année, je pense qu'on aura en valeur absolue une balance des paiements agricoles qui sera négative. Ça n'a jamais existé en France. Hein. Depuis qu'il existe des statistiques économiques, ça n'a jamais existé. Et beaucoup d'entre nous qui sont dans cette salle avec moi s'intéressons à l'industrie et à la baisse de la production industrielle, à la baisse de la production industrielle en France. Alors, donc j'ai écrit effectivement mon dernier livre, qui sera peut-être le dernier, enfin c'est le 5e sur ce sujet, qui s'appelle la grande mystification, écologie, une imposture qui ne dit pas son nom. Bon, malheureusement, je ne savais pas qu'il y avait des livres qui étaient vendus, sinon j'aurais demandé à mon éditeur d'en amener, mais voilà. Dans ce livre, je m'intéresse à la question d'économie et de sociologie politique, qui est comment se fait-il que des gens qui ont aussi peu de voix, puisque les écologistes c'est 7 ou 8%, aient tant influencé les politiques européennes et les politiques françaises. Comment se fait-il que ce paradigme soit rentré dans nos règlements et avec toutes les conséquences que je viens de décrire. Alors, je ne vais traiter que d'un sous-sujet qui sont les outils de la mystification. Donc, comment se fait-il que la peur, dont on a parlé à plusieurs titres aujourd'hui, s'appuie autant sur l'ignorance, et comment se fait-il que ça marche aussi bien, alors que quelquefois c'est très facile de démonter ces arguments, mais bien entendu, comme vous le savez, Proust disait cette très jolie phrase, les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Donc voilà. Alors donc moi je vais m'intéresser à la méthode scientifique et aux faits. Avant ça, je vais vous dire un mot de mon intérêt pour la critique de l'écologie politique. Elle est revenue par hasard. Il se trouve que quand est tombé le mur de Berlin en 1991, l'Union européenne a financé une étude pour connaître les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire qui s'est passée à Kamień-Szuwalski. Alors, les plus vieux d'entre nous se souviennent de ça, les plus jeunes moins. Mais le très sympathique M. Beria, ministre de l'Intérieur de Staline, avait donc regroupé de l'autre côté de l'Oural tous les savants soviétiques. Et c'est là qu'est née la bomba, puis la bombe H. Mais il mettait tous les éléments marqués dans un étang, radioactif donc. Un jour, l'étang s'est vidé, ça a chauffé et ça a explosé. Donc il y a eu une catastrophe nucléaire de niveau 6, sachant que Tchernobyl c'est niveau 7. Et donc, avec l'Institut Curie et le CEA, j'avais à l'époque une société de conseil et nous avons gagné l'appel d'offres européen. Et donc nous avons passé un an à regarder les conséquences que moi j'estimais dramatiques de ce nuage nucléaire. Donc il y avait il y a eu du vent qui soufflait du sud-ouest, et donc c'était assez facile ensuite d'aller voir parce que les soviétiques avaient des dossiers médicaux de bonne qualité. Alors à ma grande surprise,
on n'a rien trouvé. Donc 54, 55, et nous on a fait ça en 91. Alors il y a eu des gens qui ont eu des problèmes, mais et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder de près les statistiques de Tchernobyl. Alors comme vous ne le savez peut-être pas, mais le nombre de personnes que l'on peut nommer et qui sont mortes de la catastrophe de Tchernobyl, y compris les liquidateurs, c'est 86 personnes. Alors, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé et des 3 académies des sciences et de médecine de France, d'Ukraine et des États-Unis, il y aurait entre 4 000 et 16 000 personnes dont la vie serait abrégée du fait de cette catastrophe. Donc, l'image collective que l'on a de Tchernobyl, alors vous savez, Fukushima, c'est 0. Donc, il y a eu 3 personnes qui sont mortes d'explosion, mais ce n'est pas le nucléaire. Et il y a eu en revanche pas mal de personnes qui sont mortes de déménagement, parce que c'est très coûteux de déménager les grands-mères. Donc voilà, donc elles sont mortes. Et il y a aussi des gens qui sont morts de froid du fait de la croissance du prix de l'électricité au Japon, et qui ne pouvaient plus se payer l'électricité. Donc la question que je me suis posée, comment se fait-il que le nucléaire ait tellement mauvaise image, c'est en train de changer, alors qu'à l'évidence, c'est l'énergie la moins coûteuse en vie humaine. Et il y a eu des études, et l'Académie des technologies dont je fais partie les a utilisées. Le nombre de morts par terawatt entre le charbon et le nucléaire, c'est un rapport de 1 à 4500. Donc le charbon tue 4500 fois plus que le nucléaire. Et les problèmes des déchets, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, quels sont les outils de la désinformation? Alors, il y en a un que je viens de citer, qui est très très simple, c'est la notion de dose. Alors, en fait, les écologistes qualifient les produits en bons ou mauvais, mais ne s'intéressent pas du tout à la dose. Alors, le nucléaire, c'est pour ça formidable, parce que vous m'irradiez, je vous irradie. Comme vous le savez, nous produisions chacun, du fait du carbone 14, notamment 1000 becquerels pour 10 kilos. Donc moi, c'est 8000 becquerels par seconde. Donc à partir du moment où vous considérez que la radioactivité est naturelle, bien entendu, le discours change complètement. C'est-à-dire, vous ne vous dites pas c'est dangereux d'être radioactif, on est tous radioactifs. Et il y a de la radioactivité partout. Donc le problème n'est pas la radioactivité, le problème est la dose de la radioactivité. Alors, vous ne savez peut-être pas qu'il y a des gens, oui, Jean-Paul en fait partie, et on a vu une photo de ça tout à l'heure. Vous savez ce qui donne le goût au kirsch? Donc le kirsch est un alcool de Lorraine. C'est quelque chose qui est très mortel. C'est l'acide cyanhydrique. C'est l'ion CN-. Donc était utilisé par les nazis pour tuer des gens dans ces bus de la mort. Donc le fait que vous buvez du kirsch ne veut pas dire que vous allez mourir. Or, aujourd'hui, la chimie analytique est tellement précise que vous pouvez mesurer le milliardième de gramme. Alors, chose récente, comme vous le savez, vous avez entendu la semaine passée, le plomb dans le thon. Non. Alors, est-ce qu'on est capable de trouver du plomb dans le thon? D'abord, est-ce que le plomb est dangereux à certaines doses? La réponse est oui. Et notamment, il y avait du plomb dans des peintures utilisées après la guerre de 40, et il y a malheureusement dans les endroits des gens défavorisés où la peinture n'avait pas été refaite, des gamins qui, comme les enfants, comme vous savez, mangent de tout, donc manger de la peinture au plomb, et vraiment ça a des conséquences tout à fait néfastes. Mais c'est des milliardièmes de grammes. Or, alors, en biologie, comme vous le savez, mais je ne vais pas vous faire un cours de toxicologie, mais il y a des gens qui sont plus experts que moi d'ailleurs dans ce domaine, on mesure, le NOEL, c'est No Adverse Effect Level. Donc on donne à manger à des rats et à des souris des substances, et puis on regarde la dose où il commence à y avoir des effets toxiques. Donc cette dose, c'est le No Adverse Effect Level. Ensuite, on prend des précautions avec un coefficient qui est en général de 1000.
Donc il y a une différence entre la toxicité biologique et la toxicité administrative. C'est-à-dire que même quand vous dépassez des normes, et ça l'Union européenne s'y intéresse, quand vous dépassez ces normes, en général, elles ne sont pas du tout toxiques étant donné le niveau de précaution qui a été pris. Alors, vous voyez bien que l'équation, je parle toujours de la notion de dose, entre bio égale naturel égale sans danger car sans pesticides, c'est faux. D'abord parce qu'il y en a qui trichent, mais parce que vous ne savez pas que nous ingérons chaque jour 1,4, 1,5 g de toxines naturelles. Simplement, on ne les trouve pas parce qu'on ne les mesure pas. Or, elles sont de la même famille que les toxines dues à la chimie de synthèse. Et dans un cas, vous avez 1 gramme, et dans l'autre, quand il y en a, vous avez des milliardièmes, 2 milliardièmes de grammes. Alors, en plus, comme vous le savez, les cultures bio utilisent des pesticides, et notamment du cuivre dans la bouillie bordelaise. Et comme vous le savez aussi, le bio, il n'a jamais été démontré que c'était meilleur pour la santé, quoi que dise M. Stéphane Foucard, militant journaliste au Monde. C'est un oxymore, un militant journaliste. Donc M. Stéphane Foucard dit que l'Académie des sciences et l'Académie de médecine voilà, se moquent du monde. Voilà. Mais comme vous le savez, le seul vrai problème de toxicologie élémentaire récent, c'est des graines bio qui ont tué en Allemagne en 2011 26 personnes. Et comme me disait une de mes maîtres de conf quand j'étais professeur au CNAM, dit oh, oui, ma belle-mère, elle aime le bio. Mais en général, c'est pourri. Mais c'est vrai que comme il y a moins de toxines et de protection des plantes, on les conserve plus mal. Bien. Alors, le glyphosate est un produit absolument merveilleux. Est un produit où l'évidence mondiale est définitive. Il y a une filiale qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle le CIRC, qui est à Lyon. Et le CIRC évalue toutes les toxicités possibles de tous les produits. Et il y aurait une étude très discutée, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais je pourrais le faire si vous le souhaitez, qui montre qu'à certaines doses, ça pourrait être dangereux. Simplement, c'est le produit qui a probablement été le plus utilisé au monde, le plus testé, et il y a une cohorte de fermiers américains qui dure depuis 30 ans, parce que c'est un vieux produit, et qui montre qu'il n'y a aucune différence démontrée entre les fermiers qui utilisent à forte dose le glyphosate et ceux qui ne l'utilisent pas. Et d'ailleurs, la Food and Drug Administration aux États-Unis, FDA, interdit à l'État de Californie de dire que le glyphosate pourrait être dangereux pour la santé. Bon, alors, vous voyez que les alternatives, alors je ne vous parle pas de la SNCF qui a du mal à désherber les voies ferrées, qui a tout essayé, mais comme ça ne marche pas, ils utilisent un produit un peu plus toxique. Voilà. Alors, enfin, vous avez l'opinion manipulée, et notamment, vous avez peut-être entendu parler des pisseurs volontaires. Donc, les écolos du Parlement de Strasbourg donc ont essayé ou tenté de mesurer la présence ou l'absence de produits toxiques et de chimie de synthèse dans les urines. Je vous passe les détails, mais en gros, il y avait une grande manipulation et les tests qui avaient été utilisés n'étaient pas des tests honnêtes. Mais ce que vous devez retenir de ce premier point, c'est simple, c'est on labellise un produit, on ne labellise pas son usage. Or, on labellise donc la radioactivité en prenant l'image des bombes atomiques ou de Tchernobyl, qui a été une catastrophe. Mais on ne mesure pas la radioactivité et les doses à laquelle ça pourrait être toxique. Donc, quand j'étais directeur des hôpitaux, je me suis aperçu que les gens qui travaillaient dans les services d'imagerie avaient ce qu'on appelait un congé rayon. Donc, ils touchaient, parce qu'ils travaillaient dans le service d'imagerie, 3 semaines de congé de plus que les autres. Alors, je me suis dit, ou bien c'est dangereux, ou bien c'est con.
Eh bien, c'était con. Et donc, j'ai arrêté le congé rayon. Bon, ils sont venus manifester sur mes fenêtres de l'époque, mais voilà. Alors, le deuxième outil de manipulation, c'est l'ignorance. Ignorance du public. Alors là, je vais aller assez vite parce que vous connaissez tous ça, mais la plupart des gens ignorent que l'électricité ne se stocke pas. Alors, pour le faire comprendre ou recomprendre, vous dites, on parle de courant électrique. C'est un courant, ça court, c'est un flux. Voilà. Et ça ne se stocke pas. L'autre ignorance, et j'entendais malheureusement notre président de la République contribuer à cette ignorance il y a 2 jours, quand il était au Collège de France, c'est l'hydrogène. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont fait 3 heures de chimie dans leur vie, ils savent que la molécule d'hydrogène est accrochée soit à la molécule d'oxygène pour faire de l'eau, soit à la molécule de carbone pour faire énormément de choses, hein, le butane, le propane, le méthane, enfin CH4, etc. Alors, pour casser cette molécule, il faut dépenser énormément d'énergie. Et ça, c'est de la chimie de base. Et demain matin, et après-demain matin, et dans 10 ans, ça sera toujours aussi difficile. Donc, soit on met beaucoup d'énergie électrique, et ça s'appelle l'électrolyse, soit on chauffe. Et si les voitures à hydrogène se promènent dans Paris, c'est parce qu'il y a du charbon australien. Donc, l'hydrogène... alors en plus, c'est une vraie merde, l'hydrogène, hein, parce que c'est la plus petite molécule, ça bout à moins de 156 degrés, il faut la compresser, les réservoirs d'hydrogène pèsent 250 kg, alors qu'un réservoir normal, etc. Bon, bref. Alors l'hydrogène, c'est une vieille histoire. Le premier moteur à hydrogène, c'est 1803. Le premier moteur à explosion à hydrogène, c'est 1850. Le premier bateau à hydrogène, c'est 1900. Donc quand on vous dit on va faire des bateaux à hydrogène et on va faire éventuellement des avions à hydrogène qui n'auront pas de passagers, voilà. Donc c'est fou. Alors les OGM, on en a parlé, je vais juste en dire un mot. Donc quand j'étais à l'agro, j'ai hésité entre les eaux et forêts et la génétique. J'étais passionné de génétique et je suis toujours ça avec intérêt. Mais quand vous savez que l'on préfère les mutations aléatoires aux mutations raisonnées, vous vous pincez quand même. Hein. Parce qu'on bombardait les semences avec des rayons X, justement, pour les faire muter. Et on essayait de voir en sorte... Alors en plus, comme vous le savez, la bière, le fromage... enfin, aujourd'hui, pratiquement tous les ferments sont des OGM, et surtout, ne le dites pas à vos voisins. Voilà. Alors, l'autre manière de tricher, c'est la substitution d'unités de mesure. Alors, pour les éoliennes, c'est la différence entre kilowatt et kilowattheure. Donc, on vous indique que le parc d'éolien, etc., va faire la taille d'une centrale nucléaire. Donc, on vous le donne en potentialité de production, en oubliant de vous dire que ce qui intéresse, c'est une fois encore le flux électrique, donc c'est les kilowattheures, ce n'est pas les kilowatts, et que, en gros, les éoliennes marchent 25% de leur temps. Voilà. Alors, pour s'intéresser à la biodiversité, il y a M. Foucard, one more time, la confusion entre le nombre d'individus et le nombre d'espèces. Donc, quand il vous dit il y a eu une baisse de 50% de la biodiversité, ben vous regardez de quoi il parle, et vous voyez qu'il parle du nombre d'individus dans les espèces, et bien entendu, il ne compte absolument pas les espèces animales domestiques, il ne compte pas non plus les sangliers, donc, qui sont passés de 500 000 à 2 millions en France et qui causent des dégâts. Voilà. Donc, nombre d'individus, nombre d'espèces. Vous avez également quelque chose qui n'est jamais publié, c'est la différence entre le flux et le stock. Alors ça, c'est vrai pour le rejet de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, comme vous le savez, donc, la croissance des rejets de gaz à effet de serre, alors justement, pas tous, mais bon, la croissance de CO2 et de méthane, c'est, en France, c'est 0,8% de la croissance mondiale. L'Europe, c'est 8%. Oui, enfin, autour, je dis l'ordre de grandeur. Voilà. Bon. Mais ce qui contribue à l'effet de serre,
ce n'est pas le flux, c'est le stock. C'est-à-dire, c'est la masse de gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère terrestre. Donc, à supposer que tout ça soit vrai, vous voyez bien que les efforts que nous faisons pour tenter de réduire les gaz à effet de serre, et notamment en France, ça diminuerait, selon les modèles du GIEC dont on peut discuter, dont on doit discuter par ailleurs, mais c'est une autre question, d'un millième de degré en 2050. On ne cite jamais le stock, on parle du flux. Voilà. Alors, quatrième manière de biaiser, les mesures tronquées. Donc, et là, le plus vrai, c'est toujours pour les éoliennes. Combien coûte une éolienne? Ben, ça dépend. Si on compte ou on ne compte pas son raccordement au réseau. Donc, la plupart du temps, on ne compte pas le coût de son raccordement au réseau. Et quant à la pollution, on ne compte pas la pollution de la fabrication des matériaux qui permettent de fabriquer les éoliennes. La pollution automobile et la régulation de la vitesse dans une agglomération, vous savez que les voitures thermiques sont réglées pour bien fonctionner à 70 km/h. Donc, quoi qu'en dise la grande écologiste qui est la maire de Paris. Alors, vous avez également le sujet corrélation et causalité. Donc, moi, j'ai aussi fait beaucoup d'épidémiologie, comme certains d'entre vous. Bon, 50 000 morts de la pollution atmosphérique en France, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la première cause de mortalité, c'est le cancer du poumon, c'est 25 000, et ce n'est pas la pollution atmosphérique, c'est le tabac. Alors, Santé publique France dit 50 000. L'OMS dit 17 000. Mes copains pneumologues me disent sûrement moins de 1000. Et l'un d'entre eux, qui avait prévu d'ailleurs la catastrophe du Covid, enfin, ce n'était pas le Covid, il pensait, c'est Jean-Philippe de Rennes, avec qui j'en parlais, qui a écrit un livre formidable sur la pandémie en 2006. Il pensait que ça serait la grippe, mais pas un corona. Mais enfin, bref, pour le reste, c'était très bien vu. Il me disait, écoute, j'ai téléphoné à un de mes collègues à Nice. Alors, les allergies, les rhumes, c'est en hiver, à Nice comme à Paris. La pollution, c'est en été. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde à Nice. Mais il n'y a pas de rhume, parce que c'est l'été. Donc les virus ne se baladent pas. Donc quand vous attribuez les rhumes d'hiver à la pollution, en général, vous confondez corrélation et causalité. Alors, il se trouve qu'effectivement, les gens de milieux défavorisés qui vivent dans les zones urbaines et polluées vivent moins longtemps, mais c'est pour d'autres raisons. Alors, sixième remarque, oublie de préciser que l'on ne sait pas. Et notamment le rôle de la vapeur d'eau et le premier gaz à effet de serre. Simplement, on n'en parle jamais parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment se forment les nuages, etc., etc. Alors, le septième, et le plus important, c'est un modèle n'est pas une expérience. Alors ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Donc ils pensent que, comme vous le savez, et on a parlé pas mal directement ou indirectement de la méthode scientifique, le problème de la science, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Et ça, c'est très difficile pour le climat. Nous n'avons qu'une planète et pas 50, donc on ne peut pas faire des thèses pour savoir c'est avec ou sans, etc. Mais c'est vrai aussi, c'est une grande difficulté en santé humaine, le toute chose étant égale par ailleurs. Donc ça conduit aux tests en double aveugle, au double aveugle en médecine, mais même ça, ça ne marche pas. Il y a un livre formidable que j'ai fait traduire par deux Anglais, j'adore l'humour anglais et l'humour noir, donc il s'appelait Schrabanek et McCormick, voilà, et sur la psychiatrie, il disait quand on Dieu, on prie, quand Dieu vous parle, on est schizophrène, mais sur les effets en double aveugle, ils disent que dans un service, on testait des molécules, dans le service de l'un d'entre eux. Il y a une malade qui lui dit « Mais docteur, je n'ai pas le même médicament que ma voisine. » Alors, elle a dit « Mais si, c'est le même protocole, c'est le même médicament. » Ah non, ce n'est pas le même. Elle dit « Mais comment vous savez que ce n'est pas le même ?» Elle dit « Quand elle jette aux toilettes, ça flotte, moi, ça coule. » Donc, même le double aveugle sérieux, c'est difficile. Voilà.
Alors, vous voyez bien que l'ADEME manipule les notions de scénario en supposant le problème résolu, et c'est ce que notre ami Charles appelle des scénarios inverses. C'est-à-dire, on part non pas de l'évolution de la demande et de la technique d'aujourd'hui, mais on parle de l'hypothèse qu'en 2050, il n'y aura pas de rejet de gaz à effet de serre, et puis on revient aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas en 2050. Donc tout ça est assez fascinant, mais comme vous le savez, contrairement à ce qu'on a tous prévu dans le domaine de la consommation d'électricité, pour l'instant, la consommation d'électricité, elle n'augmente pas, elle baisse. Or, tous les scénarios faisaient l'hypothèse inverse. Alors, je conclurai avec une référence à Blaise Pascal et une autre à Molière. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu la correspondance scientifique de Pascal avec un dominicain, ça ne s'invente pas, il s'appelait le Père Noël, sur la notion de vide. Alors, vous savez que donc, Pascal est l'inventeur de la notion de pression atmosphérique et qu'il a baladé son tube de Torricelli, son baromètre, sur la tour Saint-Jacques. À chaque fois que j'y vais, je passe avec commotion. Alors, il avait vu mais qu'il y avait une toute petite différence et puis il a envoyé son beau-frère dans le Puy-de-Dôme pour montrer qu'effectivement, il y avait une baisse de la pression atmosphérique. Mais le Père Noël lui dit mais c'est la négation de l'existence de Dieu. Donc, il ne parlait pas de vide. Pascal lui dit, mais je ne vous parle pas de Dieu, ça n'a absolument rien à voir. Donc, vous voyez que dans ce que critique Pascal, et qui est absolument génial, et si vous n'avez pas lu le plus beau texte qui a jamais été écrit sur l'éducation, qui s'appelle « 3 discours à la mémoire des grands », où Pascal dit « Monsieur, parce que vous êtes duc, je vous salue, mais ne me demandez pas que je vous estime », il faisait une séparation des ordres. Or, aujourd'hui, et c'est notre journée, c'est la confusion des ordres. Donc l'ordre du vrai, et c'est ce que vous avez dit en commençant ce matin, et je conclus de la même façon, l'ordre du vrai n'est pas l'ordre du juste, l'ordre du beau, l'ordre de l'esthétique, etc. Et donc, le grand danger de l'écologie, c'est cette confusion des ordres. Et l'incapacité donc de revenir à des choses en disant je ne vous parle pas de bien ou de mal, je vous parle d'expérience et ce que vous me dites sur ces expériences, est simplement faux. Alors je conclurai en vous lisant, parce que en écrivant ce livre, je pensais bien entendu à Molière et je pensais aux malades imaginaires. Et vous savez, ce texte absolument extraordinaire, enfin ce texte, c'est le morceau de la pièce, Toinette se déguise en médecin et qu'à chaque fois que le malade imaginaire lui parle de quelque chose, elle dit le poumon. Et pour moi, le réchauffement climatique, c'est exactement l'équivalent, et c'est ce que vous disiez ce matin. Mais vous allez voir que, malheureusement, je n'écris pas comme Molière, mais que c'est absolument formidable. Donc, dans ce chef-d'œuvre, le vrai malade, parce qu'il est mort comme ça, en jouant cette pièce, joue au faux malade, Argan, et s'attaque aux prétentions thérapeutiques de la médecine d'alors. Le rôle de la raison, du bon sens, est tenu par Bérald, le beau-frère d'Argan, qui exprime le scepticisme de Molière, très minoritaire à l'époque. Quand Argan lui dit « Mais enfin, mon frère, il y a des gens qui sont aussi sages et aussi habiles que vous, et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a un recours au médecin. Quoi ? Vous ne tenez pas pour véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révéré, c'est-à-dire l'efficacité de la médecine. » Bérald lui répond « Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusqu'ici, où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose. » Alors, comme vous le savez, ce scepticisme a été joué par un certain nombre de personnes, dont Freeman Dyson, qui était professeur de physique à Princeton, et quand il participait à un débat sur le réchauffement climatique, il faisait part de ces interrogations, et là je cite, « dû à la faiblesse de nos connaissances, au manque de données et la superficialité de nos théories ». Il reconnaissait qu'il pouvait se tromper, mais déclarait qu'il ne savait pas ce qui était vrai en la matière, car il n'obtenait pas de réponse aux questions scientifiquement cruciales qu'il posait. Les gens qui étudient le réchauffement climatique en utilisant des modèles de simulation
ont toujours tendance à surestimer la fiabilité de leur outil. Ils viennent à en croire que leur modèle représente la réalité et oublient que ce ne sont que des simulations. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots en vous remerciant.